Alors bonjour les amis, j'espère que tout va bien et bienvenue dans cette vidéo. D'accord. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue, welcome comme on le dit en anglais. Et de quoi on va parler aujourd'hui justement? On avait déjà un tout petit peu planté le décor dans le groupe WhatsApp. Alors, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, vous pouvez adhérer à ce groupe, c'est gratuit. D'accord? C'est gratuit. D'accord? Il n'y a pas un franc à débourser pour adhérer à un groupe où on partage des informations sur la santé, la nutrition, le bien-être, etc. Et aujourd'hui, j'avais prévu justement, l'idée de cette chaîne, c'est quoi? C'est de parler de nutrition. Allez, vous pouvez parler du coach en nutrition, du conseiller en nutrition, du nutrithérapeute ou du comportementaliste en nutrition. Je préfère ce terme-là. Cette expression, comportementaliste en nutrition. Vous comprendrez après pourquoi je préfère cette expression. Par contre, diététicien, là, non. C'est pas mon boulot de diététicien. Il faut être clair dans les trucs. Diabétologue non plus. Pas du tout. Donc, on va faire un travail ici oui, c'est du coaching en nutrition, mais avec une approche intégrative. D'accord? Donc, avec un modèle neuro-comportementaliste. D'accord. Mais bien sûr, il y aura toujours cette question d'équilibre alimentaire, de questions de calories, de qualité des aliments, de ce qu'on mange, de ce qui est bien à manger. Alors, des compléments alimentaires aussi. Les compléments alimentaires, l'alimentation du diabétique, l'alimentation de la femme enceinte, l'alimentation de la personne qui souhaite perdre du poids ou prendre du poids. Ça, c'est des thématiques qu'on aura abordées sur cette chaîne. Et justement, d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Plus vous vous abonnez, écoutez, plus vous vous abonnez à la chaîne et plus les algorithmes de YouTube permettent de recommander davantage les vidéos. Plus vous vous abonnez, plus vous partagez les vidéos. Laissez vos commentaires, vos réactions, plus ça permet aux vidéos justement de monter en termes d'algorithme, tout simplement. Et je sais qu'il y a certains qui sont thérapeutes, qui découvrent la vidéo, certains qui sont professionnels de la santé, certains qui sont médecins, certains qui sont de différents ordres professionnels, peut-être infirmiers ou techniciens de laboratoire, etc. C'est intéressant qu'il y ait cette pluralité en termes de métier. Là. On est toujours dans le cadre de la profession des professions de la santé et c'est intéressant. Et l'alimentation, je trouve que c'est un sujet quand même, enfin, si vous êtes quand même venu sur cette vidéo, ça suppose que vous le savez, que c'est pas un truc, enfin, si tu arrêtes de manger pendant un certain nombre de jours, c'est-à-dire que c'est fini, quoi. Si tu arrêtes de manger, tu manges plus rien. Sauf si tu es dans le paradis, là c'est différent. Mais là sur terre, là ici, si tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire au bout d'un certain nombre de jours, je crois que ton histoire, elle s'approche de la fin. Et aujourd'hui, je voulais aborder effectivement la question des compléments alimentaires. Mais je me suis dit, bah non, on va partir de quoi? On va partir. Alors, j'ai oublié, parce qu'il faut bien sûr se présenter. Je parle du coach en nutrition, conseiller en nutrition, du nutrithérapeute. Mais bien sûr, j'ai d'abord une base d'une formation médicale, de médecin généraliste, avant de m'intéresser à ces approches de coaching en nutrition sous un modèle comportemental. Ça, c'est différent. D'accord. Et donc, une approche beaucoup plus intégrative qui prend en compte également les conditionnements. Alors, pour revenir au sujet, à la thématique de la vidéo, on va partir un peu de l'histoire de l'évolution de l'alimentation d'hier à aujourd'hui. Comment ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que la nutrition a un tout petit peu évolué. Je dirais plutôt l'alimentation, notre assiette aura évolué au fil du temps. Comment l'alimentation a évolué au fil du temps, au fil des années. Et je trouve que parler de cette histoire-là sera intéressante parce que ça nous permettra d'aboutir à des conclusions qui sont intéressantes. Lesquelles conclusions sont intéressantes parce que vous comprendrez la démarche qui est la mienne et
également les aspects qu'on oublie souvent d'aborder dans une démarche d'accompagnement avec des patients, des coachés, etc. D'accord. Donc, on va pas aller directement comme ça et parler des compléments alimentaires, mais vous comprendrez progressivement comment ça évolue. Alors, pour commencer, donc, les choses ont démarré depuis on va commencer déjà depuis l'époque. Alors, c'est pas un cours d'histoire, hein, je suis pas prof d'histoire, je suis un enseignant d'histoire, mais déjà à l'époque de la préhistoire, d'accord. Donc, l'époque du paléolithique, d'accord. La préhistoire, bah, les hommes préhistoriens de l'époque paléolithique, bah, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient sous la main. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ils pouvaient manger de la viande, faire de la cueillette, faire de la chasse, d'accord? Les chasseurs, cueilleurs, il va manger ce qu'il va trouver. Et je trouvais ça, c'est intéressant quand même de noter. On va y revenir à la fin de la vidéo. C'est intéressant, c'est important de noter. Donc, l'homme préhistorique, là, l'homme du paléolithique, alors, quand on parle du paléolithique, il y a différentes étapes aussi dans le paléo, mais on ne va pas faire de l'histoire. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est l'homme qui va faire de la chasse et de la cueillette, d'accord? Et qui va manger ce qu'il a sous la main, faire avec. Il n'a pas ce frigo-là comme on a aujourd'hui, ou bien des aliments déjà bien emmagasinés quelque part où on est sûr de manger. Bah, lui, c'est pas le cas. On va dire chaque jour suffit sa peine, tout simplement. Il fait avec ce qu'il a sous la main, d'accord. Des insectes, bah, le gars il va manger ce qu'il trouve, des plantes, des feuilles, il va faire de la cueillette, de la chasse, etc. Et puis ensuite, ce qui va se passer, aller à ce qu'on va appeler l'époque néolithique, hein, l'homme va commencer à se sédentariser. Alors, quand je parle du paléo, ça fait déjà environ 3 millions d'années en arrière, hein. Et puis, à l'époque du néolithique, l'homme va commencer par se sédentariser. Et justement, dans cette sédentarisation, il aura la possibilité de faire de la culture, donc de cultiver des céréales, ou bien de faire de l'élevage. Donc, celui-là qui était chasseur-cueilleur va devenir éleveur et agriculteur. Et là, il va commencer par domestiquer, par exemple, des chiens, par exemple, des bovins, faire de l'élevage tout simplement, et bien sûr, l'agriculture. Et ça aussi, c'est important de le noter. Tout simplement parce qu'il s'est sédentarisé au bout d'un moment. Et puis, on aura une autre étape, une autre époque qui correspond à l'Antiquité, l'époque à laquelle, en fonction des zones géographiques et des croyances, les gens auront des habitudes alimentaires différentes. Je pense que ça aussi, c'est important. Je vais y revenir à la fin de... Chaque fois que je dis que c'est important, je vais revenir là-dessus à la fin de la vidéo. C'est-à-dire, en fonction des milieux, des contextes, des milieux géographiques, sociaux, des croyances, etc., des habitudes alimentaires vont changer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que toujours dans cette période de l'Antiquité, vous avez des peuples qui vont à la conquête de territoires. Donc vous avez des armées qui ont besoin de se nourrir, donc d'avoir de l'énergie, donc des soldats qui vont se nourrir de quoi? Bah, des aliments glucidiques, d'accord? Donc des céréales, du pain, de la bouillie, des galettes. Mais en gros, c'est quoi? C'est des hydrates de carbone, donc c'est des choses qui sont censées apporter de l'énergie tout simplement. Et puis côté boisson, vous pouvez avoir de la bière ou bien du vin par exemple, d'accord? Et puis progressivement de l'Antiquité à l'étape du Moyen-Âge, je crois que le Moyen-Âge, c'est aussi important de souligner un truc parce que à l'époque, à l'étape du Moyen-Âge, il y aura une certaine distinction sociale. La façon de manger sera un peu associée à votre catégorie sociale. C'est-à-dire, vous aurez une catégorie où vous avez des riches qui ont la possibilité d'avoir de la viande, des fruits, des épices,
cher à l'époque. Et vous avez une autre catégorie où vous avez le peuple en général qui va prendre des céréales ou bien des aliments qui viennent en fait du sol. D'accord, tout simplement. Et donc, cette distinction me paraît intéressante parce qu'elle se reproduit aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mentionner d'autre? Alors, je crois que la plupart des gens qui regardent ceci, cette vidéo, vous connaissez Christophe Colomb. D'accord? Christophe Colomb qui va à la découverte de l'Amérique. Toujours dans cette période-là de découverte, il y aura, vous savez, l'être humain va migrer, va beaucoup bouger, et ce qui va se passer, va découvrir d'autres cultures, d'autres aliments, et ça c'est surtout ce qui nous intéresse ici. Donc là, on va découvrir d'autres aliments, c'est ainsi que les Portugais ils vont trouver, ils vont découvrir le piment voilà, d'une autre région de l'Amérique du Sud, je crois. Moi, je me dis, est-ce que ça n'existait pas en Afrique? Bon, bref. Mais toujours est-il que dans ces mouvements, voilà, ces mouvements, l'homme qui va se déplacer au fil des années va découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles façons de manger de nouveaux aliments, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a une étape qui est quand même importante de rappeler, ce sont les deux guerres mondiales, hein, celle de 1914 à 1918 et celle de 1939, je crois, à 1945. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que juste après cette guerre mondiale, les choses sont dévastées. D'accord? Donc, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui sera fondée en 1945, je crois, va décider de lancer un plan pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de la population et voilà, assurer ce qu'il faut en termes d'alimentation. Donc du coup, dans cette envie de satisfaire tout le monde, c'est là, on va commencer à utiliser des engrais chimiques et du coup, avec ça, il y aura la production va augmenter. La production va augmenter. Et le truc, c'est que malheureusement, je ne sais pas si vous dites malheureusement ou heureusement, mais de toute façon, avec le temps, on s'aperçoit que dans cette course vers l'hyperproductivité, ou bien, je ne sais pas s'il faut parler de productivisme, c'est-à-dire un excès de production, on va assister donc à un appauvrissement parfois des terres, d'accord? Et malheureusement, les engrais chimiques ne sont pas sans effet néfaste sur l'environnement, également parfois sur la santé. D'accord? Notamment, en dehors même des engrais chimiques, je veux parler surtout des pesticides. Les pesticides qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Alors, j'avais quelques notes là, je vais voir si je les retrouve rapidement. Donc, parmi les pesticides, il y a le glyphosate qui a été reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une agence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui aurait reconnu donc le glyphosate comme probablement cancérogène le 20 mars 2015. D'accord? Alors que ce glyphosate-là, qui fait partie des pesticides, c'est quand même, c'est pas rare dans l'environnement et dans les aliments. D'accord? Donc là, on comprend comment progressivement, avec le temps, l'alimentation a évolué. On est parti d'une époque où les gens se faisaient de la cueillette, tout mangeaient ce qu'ils trouvaient tout simplement, et puis à une époque où les gens se sont sédentarisés, et puis se sont mis à cultiver des céréales, à faire de l'élevage. Et puis avec la guerre mondiale, puisque les choses se sont détériorées, ils ont voulu lancer un vaste plan, ce qu'ils appellent le plan Marshall. Le plan Marshall qui a été lancé par les États-Unis, donc
Ça, c'était par la FAO, hein, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On assiste finalement à des aliments moins nutritifs, pas parce que on a utilisé juste des engrais, mais parce qu'avec le temps, on passe d'un système où on veut produire davantage à un système où il y a de la compétition. C'est-à-dire que vous avez des industries qui doivent produire, qui doivent attirer sur le marché. Et pour attirer sur le marché, il faut apporter des produits qui attirent. Et ce qui attire n'est pas forcément ce qui est bien pour, je suis désolé de le dire, ce qui attire n'est pas toujours ce qui est bien pour la santé. Alors, donc, parfois vous avez des aliments où, c'est-à-dire l'aliment brut vraiment qui est dedans, il n'y a même pas 50%, quoi. C'est-à-dire le reste, c'est des additifs alimentaires fabriqués de toutes sortes. Et j'aime souvent dire, l'intestin n'est pas fait pour être colorié. Je ne crois pas que quelqu'un ait envie de passer de la peinture à la paroi de son tube digestif. Donc, vous savez aujourd'hui des aliments qui deviennent moins nutritifs, des aliments qui sont raffinés, le sucre qui est un exemple, et puisqu'il est blanc, il est beaucoup plus attirant. En comparaison du sucre, le sucre en réalité ça provient de la canne à sucre ou bien de la betterave, l'un ou l'autre. Et après il y a des transformations. Mais à la fin, vous avez quelque chose qui n'apporte que des calories. Il n'y a pratiquement plus de vitamines, zéro vitamine, que des calories. D'accord? Et 1 gramme de glucides, c'est environ 4 kilocalories. Et du coup, vous avez des aliments moins nutritifs, vous avez des aliments de plus en plus sucrés, de plus en plus salés, de plus en plus gras. Et on va assister finalement à une explosion de ce que je peux appeler du surpoids, l'obésité. Le surpoids, on dit environ 4, je ne sais pas si j'ai exactement les chiffres en tête, mais c'est environ, c'est des milliards, hein. Et même chez les enfants, là, ça devient un truc problématique. Au même moment, il y a des cas de malnutrition. Des gens qui ont du mal à trouver à manger. Donc, on se retrouve dans deux catégories différentes. D'un côté, des gens qui, excusez-moi du terme, mais qui mangent peut-être trop. Et de l'autre côté, des gens qui n'ont pas à manger. Alors, quand je dis des gens qui mangent trop, c'est pas le fait de manger trop qui va toujours faire prendre du poids. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être associés, c'est-à-dire la qualité nutritive des aliments. C'est des aliments qui sont naturels, qui sont bruts, ou bien c'est des aliments transformés, hyper transformés avec des additifs. Ces aliments-là qui vont après créer d'autres envies sucrées et faire manger davantage. Donc, il peut y avoir des gens qui sont pas forcément nantis, mais qui sont en surpoids, tout simplement. Donc, c'est pas forcément une question de richesse. Hein, lorsque le gars, il est bien gras et tout, qu'il est forcément fortuné, etc. D'accord? Donc, c'est pas le lien que je fais. Maintenant, pour revenir dans l'historique, dans cette histoire, dans l'évolution de l'alimentation d'hier aujourd'hui, c'est important parce que je tenais dans les conclusions à revenir là-dessus. L'être humain, il fait avec ce qu'il a sous la main. C'est-à-dire que vous mangez en fonction de ce que vous avez autour de vous, c'est-à-dire en fonction de votre contexte environnemental, socio-environnemental. D'accord? Et bien sûr, en fonction de ce qu'on a l'habitude de manger à la maison. C'est-à-dire, si depuis l'enfance, vous aviez l'habitude de manger, je ne sais pas moi, la pâte de maïs, des pâtes à la maison, tout simplement, à l'âge adulte, vous allez garder en quelque sorte ce conditionnement-là. D'accord? Et là, c'est important parce que là, ça nous permet de comprendre un peu l'aspect comportementaliste. On mange en fonction de ce qu'on a sous la main, tout simplement, comme le faisaient nos aïeux. C'est-à-dire, si on remonte à l'époque préhistorique, c'est-à-dire l'époque du paléolithique.
Donc ensuite, je crois que la deuxième conclusion à tirer, c'est que l'utilisation excessive et abusive d'engrais chimiques, ça épuise les sols, ça a des conséquences environnementales parce que après il y aura des toxiques, ça va polluer les eaux souterraines et on est des êtres humains censés boire de l'eau. De même, les pesticides, j'ai cité tout à l'heure le glyphosate, qui serait probablement cancérogène selon le Centre international de recherche de cancer, une agence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça, c'est des problèmes de santé auxquels il faut faire face. Et enfin, vous avez des aliments qui sont moins nutritifs. Et ça nous amène à la question des compléments alimentaires. Vous avez en quelque sorte le feu qui brûle quelque part. Et le gars qui a allumé le feu, il revient comme un sapeur-pompier pour essayer d'éteindre le feu. Et il vient éteindre le feu avec ses compléments alimentaires. Alors, c'est pas la même personne, j'exagère, c'est vrai, et puis c'est pas que j'en veux forcément à ces industries pharmaceutiques-là qui fabriquent ces compléments alimentaires. Mais c'est pour comprendre un peu l'évolution de l'alimentation et comprendre l'idée du complément alimentaire. Le complément alimentaire, c'est quoi? On va pas rentrer dans un langage excessif, c'est supposé compléter l'alimentation. Un complément alimentaire, c'est supposé compléter l'alimentation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans l'alimentation et qu'il vient compléter. Donc, vous apportez un complément alimentaire pour compléter quelque chose parce qu'il y a un manque, il y a un déficit. C'est là où les approches comme la nutrition orthomoléculaire pourraient sembler intéressantes, ou la nutrithérapie pourrait sembler intéressante, mais vous savez, les réactions chimiques dans l'organisme, il y a plusieurs éléments qui s'associent, qui vont fonctionner ensemble. Donc, c'est difficile de dire, voilà, on va juste isoler un seul nutriment, un seul micronutriment ou un seul oligo-élément et juste en faire un supplément alimentaire et puis ça suffit, quoi. Donc, c'est un peu compliqué de raisonner dans ce sens-là. Mais pour comprendre justement comment les choses ont évolué jusqu'à l'étape des compléments alimentaires, voilà un tout petit peu l'historique que je tenais justement à partager dans cette vidéo avant d'aborder dans d'autres les compléments alimentaires eux-mêmes, parfois décrypter certains compléments alimentaires, les analyser avec vous. Pour comprendre un peu comment ça pourrait fonctionner dans l'organisme en fonction de leur composition. Voilà, j'espère que vous avez appris, vous avez pu grignoter quelques éléments dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et il y a un truc qu'on fait là, ici sur la chaîne. Il y a un bouton en bas, on s'abonne. D'accord, on s'abonne tout simplement. Et puis, on laisse des commentaires quand on en a. On est libre de laisser un commentaire et de réagir. Et les commentaires, en fait, ça permet d'avoir des idées de vidéos après. De se dire, voilà, il y a tel sujet qui intéresse. On va peut-être parler de cela dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas non plus à soutenir, d'accord, si vous voulez, vous pouvez soutenir bien sûr ces actions-là d'information, d'éducation en santé et en nutrition. Vous pouvez les soutenir tout simplement à travers un lien tout simplement en bas de cette vidéo si vous le voulez. En tout cas, ce serait bien reçu. Merci d'avoir suivi la vidéo. Portez-vous bien.